Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on vous invite à une conférence de notre cycle de conférences dans le cadre du projet Climat-Supinsa, qui vise à intégrer les enjeux socio-écologiques dans les écoles d'ingénieurs et plus particulièrement dans celle du groupe INSA. Et du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur le numérique et on accueille pour ça Céline Lescop, qui est ingénieure, architecte chez AXA, en charge d'un programme digital, enfin Digital Sustainability, pardon, et qui est également pilote d'un axe du rapport Déployer la sobriété numérique au Shift Project, l'axe Guider les organisations vers un système d'information durable. Et on accueille également Arnaud, qui est ingénieur, entrepreneur, formateur et consultant en numérique durable, qui contribue également à cet axe numéro 2 du rapport Déployer la sobriété numérique au Shift Project. Et aujourd'hui, la conférence est intitulée Former les ingénieurs au numérique durable. Et elle s'inscrit dans un mini-cycle de 2 conférences, puisque la semaine prochaine, on accueillera euh, Laurie Marot pour la partie usage, où là, on questionnera vraiment la manière de designer, de concevoir une ingénierie pour le bien commun. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole et ensuite, on aura la partie questions-réponses. On pourra échanger via les onglets QR de Zoom. Bonjour, peut-être je Bonjour, bonjour commence aussi. Arnaud ou Ouais, tu... vas-y, à toi l'honneur. Bien sûr. Oui, bonjour, donc Céline Escope, je m'excuse, j'ai pas de vidéo aujourd'hui parce que bon, je vais pas vous dire pourquoi exactement, mais bon voilà, en tout cas j'ai bien le son. Donc moi je suis Céline Escope. Et comme ça a été dit, je suis donc ingénieur informaticien de formation. Je suis diplômée de l'ENSIE de la promo 96, d'ailleurs comme Arnaud, c'est un peu ça qui nous relie aussi. Bref, et je suis aujourd'hui donc architecte dans le cadre du groupe AXA et j'ai en charge le programme numérique durable, on l'appelle aussi Digital Sustainability pour le groupe, qui vise à mesurer et réduire l'impact environnemental du système d'information du groupe dans le monde pour toutes ses activités d'assurance. Voilà, et de l'autre côté, on a travaillé un travail un peu plus académique dans le cadre du Shift Project autour des travaux sur la sobriété numérique l'année dernière, qui était dédié à comment est-ce qu'on guide des organisations vers un système d'information durable. Donc tout ça avec des choses autour de la mesure, autour de l'approche et de la méthodologie à suivre, en s'appuyant sur un peu mon expertise qui est l'architecture d'entreprise. Et donc on était aussi en relation avec Anne-Laure Ligoza, qui à l'ENSIE, qui est enseignant-chercheur à l'ENSIE et qui a en charge les enseignements autour du numérique durable à l'ENSIE, donc qui est une école d'ingénieurs en informatique que vous devez connaître. Et on a animé avec Arnaud en septembre dernier pour la première fois un module de 2 jours en option de 3e année d'école d'ingénieur sur le numérique durable. Donc ça s'appelait Green IT et IT for Green. Et donc on voulait partager avec vous ce travail pour inspirer ce que vous envisagez de mettre en place comme enseignement à l'INSA. Je dirais que moi, j'ai surtout un parcours entreprise, mais je me suis intéressée à la formation des jeunes ingénieurs déjà depuis à peu près 10 ans. J'avais travaillé à l'ENSIE sur des cours sur l'informatique décisionnelle et l'architecture d'entreprise. Et par ailleurs, dans le cadre de mon travail chez AXA, je dois former des ingénieurs qui sont en poste au sujet, donc qui tournent autour de l'architecture des données, mais aussi du numérique durable. Donc j'ai aussi, à différents moments dans ma carrière, pris une posture plus sur la formation. Et l'idée aujourd'hui, c'est de partager là-dessus et de partager aussi sur nos besoins dans les entreprises par rapport à ces sujets-là. Arnaud, je te laisse la parole. Merci. Ouais, comme l'a dit Céline, on est tous les deux de la même promo. On a on a une carrière qui a un début de carrière à peu près identique parce que moi aussi j'ai travaillé longtemps dans des grands groupes. Alors pour pas le nommer, la BNP en tant qu'architecte aussi, directeur informatique de départements assez conséquents. Et après, je suis parti faire d'autres choses. J'ai monté une paire de startups dans le domaine de technologie, on va dire,
de nouvelles technologies, et maintenant ma troisième partie de carrière plus sur la partie consultant, essentiellement sur les problématiques de numérique durable. Et comme un peu Céline, en fait, tout au long de ma carrière, j'ai toujours un peu enseigné ce que j'ai su faire. Donc, j'ai enseigné les problématiques informatiques bancaires quand j'en faisais. J'enseigne toujours un peu sur les problématiques blockchain parce que c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Et de la même manière, aujourd'hui, mon métier de consultant va de pair avec mon métier d'enseignant. Alors, je suis enseignant et formateur, c'est-à-dire que avec Céline, effectivement, on a fait cette première session à l'NCIE. Je suis formateur aussi à la Centrale Supélec EXED, donc en formation continue. Et je travaille avec d'autres écoles, donc les mines de Saint-Étienne, sur un contenu qui est très proche de celui qu'on a monté pour l'NCIE, c'est une école d'ingénieurs, mais aussi assez nouveau pour moi, une école de commerce, l'ISG, qui a monté un MBA développement durable avec un volet numérique forcément. Donc là, l'approche est légèrement différente, hein, on ne sait pas le même public. Donc le contenu est quand même assez différent, mais quand même on aborde des termes, des thèmes qui sont communs. Et comme l'a dit Céline, on a activement bossé au Shift Project. Alors j'ai fait cette belle slide avec plein de rapports du Shift, mais que vous connaissez sûrement ou pas, je ne sais pas. Donc en deux mots, hein, le Shift Project, pour ceux qui ne connaissent pas, ou je sais pas, j'en parle ou pas d'ailleurs. Vous travaillez déjà avec eux, donc je pense que ça va peut-être pas. Je pense que c'est pas obligatoire. Ouais, tu peux aller vite, ouais, à mon avis. Tu peux aller vite. Ouais, merci. Donc, voilà. Enfin, nous, enfin, juste pour savoir, sur le numérique, il y a eu 4 rapports de produits sur le sujet. Hein. Un en 2018 qui faisait un peu l'état des lieux avec une première mesure consolidée de différentes études et qui s'est suivi assez vite avec un focus sur les problématiques liées à l'usage de la vidéo, qui représente aujourd'hui la majeure partie du flux Internet, donc la majeure partie de l'impact de cette infrastructure. Et puis, 2 rapports qu'on suit, donc déployer de la sobriété numérique, l'axe 2, où on a travaillé ensemble avec Céline en tant que pilote, et une relecture du dernier en date, que je vous conseille aussi d'ailleurs, qui met à jour les chiffres qui avaient été publiés en 2018. Donc, mise à jour des chiffres, confirmation des chiffres d'ailleurs et des tendances. Et avec notamment un focus sur la 5G, qui est un sujet qui a occupé les médias et la société civile pas mal de temps cette année. Voilà pour le shift et voilà pour l'intro. Donc si ça va, si ça te va, Céline, on enchaîne directement sur comment on a abordé nos cours et comment on les a construits avec les différentes écoles. Oui, tout à fait, oui. Donc là, on est sur un programme effectivement de 2 jours. On est en 3e année d'école d'ingénieurs, donc avec des étudiants qui ont déjà fait des stages, qui commencent à avoir un bon niveau en informatique. D'ailleurs, on a pu le constater avec Arnaud quand on a donné le cours, et en revanche qui avait a priori déjà eu de la sensibilisation sur la question environnementale, mais je pense que c'était encore assez léger, parce que quand on les questionnait dessus, il n'y avait pas forcément énormément de connaissances. Alors on a travaillé le sujet en prenant déjà l'angle de la systémique, de la stratégie d'informatique et de l'architecture d'entreprise, parce qu'on est sur une transformation qui est conséquente pour les organisations, qui est systémique dans le sens où elle est reliée à la fois aux autres fonctions. Quand on va transformer l'IT, l'informatique d'une organisation, cette informatique, il est lié aux autres fonctions de l'organisation, et l'organisation elle-même, l'entreprise, fonctionne aussi dans un écosystème, dans un marché, dont il faut avoir compris les tenants et les aboutissements et le mécanisme de la systémique en général pour arriver à agir finalement sur cette question d'impact environnemental.
Donc, pour faire ça, on s'est pas mal appuyé sur un livre, la dernière publication de Donella Meadows. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'était une des auteurs, une des principales auteurs du rapport sur les limites de la croissance, dont la première édition a été publiée en 1974. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Thinking in Systems, où elle explique des fondamentaux sur la systémique sur lesquels on s'est appuyé. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'architecture d'entreprise, mais l'architecture d'entreprise, en fait, c'est une approche systémique de la transformation des organisations. Il y a eu des cours là-dessus, des cours qui ont été commencés à être mis en place dans les écoles là-dessus, à Centrale. Je sais qu'il y en a encore à Centrale Lille, à l'ENSIE. Moi, j'avais travaillé là-dessus. Il y a aussi des cours en formation professionnelle et il y a aussi tout un tas de standards internationaux et de formation de professionnels sur le sujet. Et en fait, dans le rapport du Shift, on a travaillé à mettre l'architecture d'entreprise au service de la transformation durable du système d'information. Donc, on a suivi ce cadre-là. Peut-être Arnaud, je te laisse commenter le point suivant. Alors, le point suivant, c'est un point que je développe plus particulièrement avec les écoles qui n'ont pas eu de fondamentaux sur l'informatique, donc soit les écoles de commerce, soit les étudiants en école d'ingé qui ne sont pas en 3e année. Et donc, il y a un besoin, je pense, d'explicitation de ce qu'on entend par ces mots un peu, je dirais, un peu à la mode, et qu'on utilise aussi d'ailleurs beaucoup dans des termes qui vont avec la transition écologique de nos économies. Donc, je pense qu'il est important de donner dans ce cours un vernis sur sur les infrastructures et les architectures qui sous-tendent qui sont sous-tendues par ces technologies. Donc ça amène je pense une connaissance globale là-dessus qui est toujours bonne à prendre, et 2, ça permet de mieux décoder ensuite les signaux qui sont émis par l'environnement ambiant autour de l'intelligence artificielle est bonne pour le climat, la blockchain est bon pour le numérique, de l'économie circulaire, etc. Donc c'est important de creuser, je pense, ces sujets qui vont d'ailleurs amener à avoir un meilleur regard critique, c'est le dernier point des objectifs là, sur les rapports coûts-bénéfices, parce que quand on ne connaît pas vraiment comment sont construites ces technos, évaluer un coût de techno n'est pas vraiment possible, quoi. Donc voilà, un vernis informatique, encore une fois, ça dépend de la population ici. Typiquement, quand je fais de la formation continue avec Centrale, avec des ingénieurs qui ont déjà 15 ans d'expérience, c'est un module que je n'active pas. Et quand c'est l'inverse avec une école de commerce, on passe pas mal de temps dessus, quoi. Et ensuite, l'autre objectif qu'on essaie d'atteindre, effectivement, c'est un des objectifs fondamentaux du parcours, c'est la sensibilisation à l'impact. Alors, Céline l'a dit, hein, dans le cursus qu'on avait fait à l'IE, ça avait été déjà abordé dans l'année précédente. Nous, on a été quand même relativement surpris de la méconnaissance, on va dire, des problématiques environnementales au global par les étudiants. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai retrouvé un peu partout, hein. Je fais un petit aparté, mais il y a un petit décalage entre ce qu'on pense de la soi-disant nouvelle génération et son exposition à ces problématiques et son implication, et ce qu'on constate comme connaissance sur le terrain. Et donc, sur ce volet-là, on n'hésite pas à aller plus loin que le numérique en tant que tel, c'est-à-dire réexpliquer les problématiques environnementales dans leur globalité, creuser un peu les problématiques énergie-climat, faire un focus sur l'énergie, l'électricité, la production d'électricité, les mix énergétiques, etc. Parce que il n'y a pas vraiment de connaissances, en tout cas sur la population auquel on a eu accès. Il n'y a pas eu beaucoup de connaissances, et 2, on pense que c'est vraiment très, très important de bien connaître tous les sous-jacents de la problématique environnementale pour ensuite parler du numérique. Tu souhaitais peut-être dire quelque chose là-dessus en plus, Céline ?
Non, enfin, puis quand on dit impact environnemental, oui, il y a aussi tout l'aspect extraction de minière, analyse du ACV, analyse du cycle de vie, c'est-à-dire de bout en bout, entre l'extraction des minerais qui sont nécessaires à la fabrication des équipements jusqu'au recyclage, oui, de bien d'avoir au moins une connaissance de ces éléments-là. Voilà. Donc après, ça dépend de ce qui a été. Je sais qu'à l'ENSI, Anne Ligoza est en train de retravailler ces sujets-là en deuxième année. Donc sur le module qu'on va faire en troisième année, probablement qu'on ira plus vite que l'année dernière. Mais c'est encore quelque chose qui est effectivement mal connu et c'est normal. Hein. C'est quand même très récent qu'on se penche. Même nous, sur ces sujets-là, ça fait maintenant quelques années, mais c'est quand même relativement récent. Oui. Je vais continuer sur le quatrième point, matérialiser des actions à mettre en œuvre aux différents niveaux d'architecture. Donc là, on est toujours, quand on parle de niveau d'architecture, hein, on est en train de regarder le système d'information d'une entreprise, d'une organisation donnée. Et la question de… Donc, pour arriver à expliquer ça, il faut qu'on repositionne un peu les différents niveaux d'architecture qui sont le niveau, on va dire, le premier niveau, c'est le niveau technologique, les équipements au-dessus desquels on va construire des applications, donc différents systèmes qui vont s'appuyer sur des données, donc autre niveau d'architecture, et qui vont servir des besoins métiers, donc une architecture métier. Et la maîtrise de l'impact environnemental du numérique va passer par des actions sur ces différents niveaux. Donc, sur le niveau technique, ça vise à, on va dire, minimiser le nombre d'équipements et les équipements qu'on a, en tirer le maximum de capacité. Hein. Donc, il y a toute l'idée, par exemple, d'infrastructures partagées sur le cloud qui va dans ce sens. Voilà, donc ça c'est sur le niveau technique. Sur le niveau applicatif, donc nous on ne rentre pas dans le détail de bonnes pratiques de développement, mais ce qui serait intéressant dans les écoles d'ingénieurs, ou en tout cas par rapport aux élèves qu'on recevrait nous après en entreprise, c'est que sur la façon de développer, quand on développe, quand on produit un code, ça serait bien de tester l'impact environnemental de ce code, combien d'électricité il consomme, comment il impacte la batterie d'un téléphone, comment est-ce qu'on peut optimiser ce développement. Pareil sur la gestion des données. Nous, on a beaucoup appris avec Arnaud à faire des modèles de données, mais aujourd'hui, dans les modèles de données, il va falloir systématiquement prévoir des dates de fin, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce qu'il faut garder cette donnée, est-ce qu'il faut la garder éternellement, est-ce que c'est une donnée qu'on va pouvoir supprimer rapidement, parce que jusqu'à présent, dans le système d'information, c'est assez peu intéressé à la gestion. C'est comme pour le matériel, hein, tout l'aspect recyclage, on aime bien construire des nouvelles choses, mais tout l'aspect gestion de la fin de vie est quelque chose sur lequel on a énormément de progrès à faire. Donc, ça va se traduire en architecture des données. Il va falloir penser les choses de ce point de vue-là. D'un point de vue métier, comme disait Arnaud, il va falloir rebalancer le bénéfice sociétal versus le coût environnemental, ou le bénéfice en termes d'impact environnemental que le numérique peut permettre d'atteindre dans d'autres fonctions, que sont les transports, que sont l'habitation, que sont l'alimentation, mais tout ça d'une façon mesurée. Parce qu'un des gros problèmes de la façon dont on a géré la transition jusqu'à présent, c'est que ça a été fait sans réelle mesure. Sans mesure rigoureuse ou au moins estimation d'une mesure des bénéfices gains de ces éléments-là. Voilà, et donc ça arrive sur le dernier point sur lequel on essaye de donner des notions d'un bilan carbone en fait appliqué au cas spécifique du système d'information. Comment est-ce qu'on fait un tel bilan carbone pour être sûr d'une part de ne pas avoir d'angle mort, d'autre part être sûr d'avoir les bons ordres de grandeur pour arriver à orienter l'action là où il y a les plus grosses économies de CO2 à faire, puisqu'on est quand même dans une urgence par rapport à ces économies de CO2. On ne peut pas trop se permettre de partir sur des actions qui sont à faible impact. Il faut qu'on soit à peu près sûr quand même de l'impact qu'on déroule, et donc cette mesure va être importante. Et c'est pareil, les ingénieurs aujourd'hui sont très peu formés au bilan carbone en général, et le bilan carbone du système d'information
a été particulièrement maltraité jusqu'à présent parce que il y a beaucoup de sous-traitance dans le numérique et donc on a beaucoup plus de mal à faire des bilans carbone sur des choses qu'on sous-traite que sur des choses qu'on opère par soi-même. Donc, il y a une difficulté de ce point de vue-là, une nécessité d'avoir de la transparence de la part des acteurs du marché qui progressent, mais qui est encore à améliorer. Peut-être Arnaud, je te laisse continuer sur la suite ou ajouter sur ce que j'ai. Oui, non, mais en fait, oui, juste pour un peu paraphraser, un des enjeux sur cette mesure, c'est de savoir prendre des approximations quand on n'a pas la donnée. Ça peut s'avérer assez compliqué, mais en fait, on se retrouve avec des mesures d'impact avec, il y a des bouts de cette mesure qui sont hyper précises, et puis à l'autre spectre, on a des bouts qui sont estimés vraiment à la louche parce que il faut aller chercher les infos, et quand on n'a pas les infos, il vaut mieux faire une approximation un peu fausse que ne rien avoir. Donc, on leur apprend à combiner ces deux approches. Et après, la question, c'est comment tout ça s'intègre dans la politique RSE de l'entreprise. Donc, tout ce qu'on a mesuré au niveau du SI, comment tout ça s'intègre dans un rapport RSE plus global. Hein. Donc, on va parler des scope 1, scope 2, scope 3, des mécanismes de compensation, des objectifs SBTI, etc. Pour bien leur faire comprendre que ce qu'ils font au niveau d'un SI ou d'une DSI, c'est quelque chose qui n'est pas isolé, mais qui s'intègre dans le cadre d'une entreprise. Donc, on revient sur cette problématique de vue globale, holistique et systémique de la démarche. Et ça fait écho avec le cadre qu'on va vous détailler un petit peu dans le slide qui suit, sur l'ensemble des actions qu'il faut mettre en œuvre au sein d'une entreprise, parce que ce qu'on explique aux étudiants, c'est que les actions, ce n'est pas que à la main de la DSI, c'est toutes les fonctions de l'entreprise qui rentrent en jeu dans cette démarche de sobriété numérique. Et donc, on va les matérialiser sur un cadre qu'on va vous présenter tout à l'heure, qu'on construit dans ce fameux rapport du Shift qu'on a cité tout à l'heure. Et puis, dernier point, on l'a déjà cité, et ça, c'est un point qui me paraît vraiment essentiel, c'est le rapport coût-bénéfice du numérique. Et l'objectif qu'on a avec Céline, c'est vraiment d'avoir les étudiants qui réfléchissent par eux-mêmes sur ce rapport coût-bénéfice. Et on le fait essentiellement avec des travaux intercours, hein, des cas d'usage. On va leur donner quelques pistes d'études et c'est eux-mêmes qui vont nous revenir quelque part avec leurs propres conclusions. Alors, on essaie de les guider. Mais il nous paraît vraiment essentiel ici de sortir de la fable du numérique, c'est bon pour l'environnement. Et d'aller leur démontrer qu'une démarche d'ingénieur, c'est une démarche scientifique et qu'il faut aller chercher les bonnes données, savoir les remettre en cause, hein, savoir un peu comme un métier de journaliste finalement, hein, savoir d'où elles sont sourcées, qui a financé l'étude, aller chercher des contre-études et savoir se faire une conclusion personnelle. Et à ce sujet, alors, il y a plein de sujets qu'on peut traiter. La 5G en ce moment, effectivement, c'est le meilleur angle d'attaque pour les faire travailler. Alors, à ce propos, d'ailleurs, j'ai eu des retours assez différenciés en fonction de la maturité des étudiants. C'est-à-dire que j'ai vu une vraie différence entre un étudiant de 3e année et un étudiant de 1re année sur son analyse critique sur ces sujets rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'un étudiant de 1re année va être plus facilement bercé par les échos, on va dire, économiques qu'il va trouver dans des rapports issus d'acteurs du numérique, que le 3e année qui, lui, va avoir une lecture beaucoup plus critique et fouillée des études. Donc, je trouvais ça assez intéressant comme constat. Voilà sur les objectifs. Je ne sais pas si on passera aux questions à la fin seulement, je crois. Hein. Donc, de façon un peu plus concrète, le format, comme le disait Céline, se déroule sur 2 jours. Donc, une première journée, on va dire, assez théorique, hein, donc assez descendante sur tous les thèmes qu'on a évoqués.
des travaux intercours qui sont basés sur tous les apports pédagogiques qu'on a apportés dans la première journée, et une deuxième journée un peu plus interactive justement sur les travaux faits par les étudiants, les débats que ça peut provoquer, et puis des études de cas, rapport coût-bénéfice, sur des études bien précises, là aussi pour faire un peu réagir les étudiants et avoir leur point de vue. Et notre constat avec Céline, c'est que cette deuxième journée est assez passionnante quand même. Quelque part, c'est là où ça se passe, parce que la première demi-journée, elle est assez théorique, hein, parce qu'on va parler de systémique. Alors, personne ne connaît la systémique, on est obligé de conceptualiser la chose. La stratégie informatique d'une entreprise, c'est pareil, un étudiant ne matérialise pas exactement ce que ça veut dire, donc on est dans la théorie. L'architecture d'entreprise, c'est le même problème, donc on a vraiment une demi-journée très cadrée, très descendante. Ensuite, la deuxième partie est très axée sur le numérique, donc là on va révéler un peu le poteau rose, l'impact du numérique, comment on le mesure, comment on peut changer les choses. Et on donne beaucoup d'éléments à la fin de cette fin de première journée sur comment mesurer, parce que finalement, les exercices qu'on demande, nous, sont très axés sur la mesure, que ce soit des mesures pures ou des rapports coût-bénéfice. Et ensuite, deuxième demi-journée, toute la matinée, c'est présentation des groupes qui font d'ailleurs, je pense, les étudiants quand même font au global des travaux on a trouvé de bonne qualité. Et on a même constaté un petit décalage entre la première journée où on a l'impression que ils débarquent un peu sur tous les sujets qu'on aborde, et le fait qu'ils les ont super bien intégrés et que le travail est quand même hyper fourni et provoque ce qu'on veut provoquer, c'est-à-dire des débats sur le sujet. Tu veux ajouter des choses, Céline, sur le format déroulé ? Non, on était content de leur présentation, et c'est important de les faire parler et de les faire porter aussi le sujet. Donc, je pense que ce principe d'avoir un travail précis sur un sujet donné avec une mesure un peu précise, je pense que c'est quelque chose à garder. Oui. Et ça les permet de devenir actifs et de porter les sujets, oui, parce que finalement… Le cadre, il est quand même… le cadre, c'est vraiment la sobriété numérique dans les entreprises. Mais évidemment, ça tire des questionnements sur leur propre usage. C'est un sujet qui nous touche en tant que personne. Donc, ça renforce, on va dire, cette motivation et les questions qui émergent autour de ces questions du numérique. Alors, le cadre du Shift, donc dans la partie déployer une politique de sobriété numérique au sein des entreprises, on se base beaucoup sur les travaux qu'on a coécrits. Alors, il n'y avait pas que nous dans le groupe, on était, je ne sais plus, 6, 8, je ne sais plus. Et sur ce cadre méthodologique qui est découpé en plusieurs parties. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le rapport, c'est un cadre qui, au point de vue de la thématique, qu'on a voulu axer sur la thématique sportive, parce que le thème de la sobriété n'était pas forcément le plus porteur, en tout cas en France, ce n'est pas un mot qui déclenche l'enthousiasme, donc on s'est plutôt axé sur des termes portés sur le sport, c'est-à-dire comment remettre en forme un système d'information qui est devenu obèse et qui, pour le coup, n'est pas prêt à affronter les périodes compliquées qui s'annoncent en termes de finitude des ressources et des contraintes, de transition qui émergent. En parlant des contraintes, juste pour votre information, il y a la loi sur la sobriété numérique qui a été proposée par le Sénat
fin d'année dernière et qui est en train d'être débattue par l'Assemblée. Donc, on espère que la loi qui va sortir de ces débats qui ont lieu en ce moment va avoir une ambition autre que la loi qui a été signée il y a quelques semaines. Et donc, on va attaquer les différentes parties qui sont liées d'ailleurs à différentes fonctions de l'entreprise. Tu veux décrire un peu plus en détail le cas, Céline? Excuse-moi Arnaud, je vous interromps une seconde. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit aussi calé que vous sur les impacts écologiques du numérique. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler rapidement en quoi ça consiste les impacts écologiques du numérique et peut-être quelques grands chiffres sur les gaz à effet de serre, Ah, d'accord. la croissance du secteur, peut-être juste pour recontextualiser un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les rapports du Shift ou équivalents. Très bien. Ouais, non, c'est vrai qu'on était Merci. parti sur le postulat que c'était. C'est déjà une conférence assez avancée, c'est clair. Alors, les constats, le premier constat, le premier chiffre qui est assez marquant, c'est que aujourd'hui, on évalue l'impact du numérique au niveau global à près de 4% des gaz à effet de serre en termes de proportion. Donc ça, c'est le résultat de plusieurs études macro qui convergent vers des chiffres qui sont entre 3 et 4. Donc au Shift, nous, on estime ça à 3,8, je crois, pour être précis. Mais voilà, l'ordre de grandeur, parce qu'on parle bien d'ordre de grandeur, hein, c'est vers un peu moins de 4. Donc 4% des gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois l'impact de l'aviation civile. Donc on parle beaucoup de l'aviation. On a beaucoup parlé d'aviation jusque-là en tant qu'un problème pour la baisse des gaz à effet de serre, mais le numérique, on ne l'avait pas jusqu'ici mesuré de cette manière, et donc on se rend compte que c'est bien plus problématique quelque part que l'aviation. Mais l'autre information qui est aussi inquiétante, c'est que le rythme de croissance est de 6% par an. C'est-à-dire qu'on pourrait doubler, on passerait de 4 à 8% des gaz à effet de serre d'ici 2030 ou quelque chose comme ça, ou même avant, je crois. Et donc, à ce rythme-là, le numérique pourrait devenir une des problématiques majeures du climat, parce que s'il y a bien un secteur, il n'y a qu'un secteur qui croît à cette vitesse, c'est le secteur du numérique. Les autres sont plutôt, on va dire, entre constant et légèrement descendant, mais à 6%, il n'y a que le numérique. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est sur la partie ressources. Hein. On est dans une problématique de finitude des ressources. Aujourd'hui, le numérique est très, très consommateur en ressources et en particulier en métal. Il faut savoir qu'un iPhone, par exemple, je crois que ça touche 40 métaux sur 60. Donc, il y a une problématique de finitude des ressources métalliques qui est à l'horizon de une ou deux générations. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à dire que le numérique est une ressource non renouvelable. Donc, quid du numérique dans 30 ans si on continue à construire des appareils à ce rythme effréné? La problématique des ressources, d'ailleurs, fait que plus les ressources sont rares, plus il faut aller les chercher profond, plus il faut aller dépenser de l'énergie pour aller les récupérer et les traiter. Donc, ça accélère encore plus l'émission des gaz à effet de serre liées à cette industrie. Donc ça, c'est on va dire les principales informations. Après, en termes de tendance, ce qu'on a constaté, c'est que la tendance vers le haut, elle est poussée par plusieurs facteurs. Un, évidemment, la croissance des données. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de vidéos YouTube qui sont créées par seconde, mais, et de photos qui sont partagées sur WhatsApp. Bon, plus la problématique des entreprises qui s'orientent tous vers des stratégies dites data. Hein. Quand on parle de digitalisation des entreprises, c'est quoi? C'est l'entreprise qui devient, je vais utiliser un mot anglais un peu de consultant, mais data-driven. Donc, on crée des nouvelles données pour mieux piloter l'entreprise et créer des nouveaux modèles d'affaires. Donc, on a une croissance exponentielle des données à gérer, donc une croissance des data centers, une croissance de consommation des réseaux. Et puis, ces réseaux aussi, en fait, on est passé de réseaux qui étaient essentiellement filaires, donc les câbles qu'on connaît, les RJ45, à des réseaux qui sont maintenant essentiellement utilisés en mobilité.
donc 4G, 5G, même 6G qui est dans les tuyaux, qui sont eux-mêmes très consommateurs. Et le dernier aspect qui tire ça vers le haut, c'est la croissance des terminaux, c'est-à-dire qu'il y a une mode, il y a deux grands facteurs. Un facteur télévisuel qu'on n'avait pas vu venir, je pense. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de télés qui sont achetées dans le monde avec des écrans de plus en plus grands. Et donc, ça a un impact à la fois sur la phase de construction et sur la consommation. Et d'ailleurs, les écrans de plus en plus grands, ce n'est pas que les télés, hein, c'est aussi nos téléphones, enfin, tous nos devices. Et la partie dite objet connecté, IoT en anglais, donc les IoT, on en trouve de plus en plus dans les entreprises, mais de plus en plus aussi dans notre sphère privée, hein, les balances connectées, les appareils de santé connectés, les enceintes connectées, enfin voilà. Et donc tout ça tire l'impact du numérique vers le haut à une vitesse grand V. D'où la nécessité de se reposer des questions sur nos usages, à la fois en entreprise et dans la sphère privée, et de corriger le tir. Et ce qu'on appelle sobriété numérique au Shift, c'est un scénario où, en changeant la donne, on arriverait à stabiliser finalement les émissions de gaz à effet de serre au niveau actuel. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, on pense on va avoir du mal à les baisser, mais on pense qu'il y a une chance de les stabiliser. Oui, non, c'est bien. Peut-être un tout petit mot sur l'impact sur l'électricité. Je ne sais pas comment vous voyez les accords de Paris qui ont été signés en 2015, mais clairement, ce qui a été signé dans les accords de Paris, de rester sous les 2 degrés, impose en fait, le Shift a beaucoup travaillé dessus, impose un stock de carbone à ne pas dépasser. Et pour arriver à mettre ça sous contrôle, eh bien, il faut baisser les émissions. Et aujourd'hui, l'électricité est responsable d'une grande part de ces émissions, puisque la grande majorité de l'électricité mondiale est produite avec du charbon, du gaz ou du pétrole. Je crois que c'est autour de 80%. Et le numérique est aussi très consommateur d'électricité. Donc, même s'il y a partout de la communication sur le numérique, des acteurs du numérique qui achètent de l'électricité renouvelable, en fait, on n'est pas capable de basculer sur de l'énergie totalement renouvelable rapidement. Ça, c'est une chose. Le remplacement total par rapport à nos besoins en électricité actuelle et par rapport aux ressources à la fois en minerais et en métaux qui seraient requises pour fabriquer les panneaux solaires, les éoliennes si tentées, les batteries si tentées qu'on arriverait à remplacer nos capacités actuelles ne fonctionnent pas. Et peut-être pour vous donner une idée de choses qui sont assez énormes dans le numérique. Enfin, moi, je me suis pas mal penchée sur le Bitcoin et Arnaud s'est penché aussi dessus, mais on est sur des algorithmiques qui en fait se sécurisent par la consommation d'énergie. Pour sécuriser une transaction Bitcoin, il faut faire tout un tas de calculs qui sont extrêmement consommateurs. Et le Bitcoin aujourd'hui consomme à peu près 1/3 de la production nucléaire française en termes d'électricité. Bon, après, c'est pareil, il y a des différentes mesures qui sont données, mais les ordres de grandeur sont là et c'est pareil, ça augmente de façon proportionnelle au cours de l'action et c'est absolument pas soutenable dans une perspective de respect des accords de Paris. Donc, il y a différents mécanismes en fait dans le secteur du numérique. Peut-être que Bitcoin en est un des exemples les plus forts, mais ce n'est pas le seul, qui sont complètement contradictoires à la respect de ces accords de Paris. Et rester sous 2 degrés, faut lire je ne sais pas quelle est votre culture là-dessus, mais rester sous 2 degrés, ce n'est pas une option en fait. Nous, on fait partie, oui, des gens qui pensent qu'il faut tout faire pour rester sous 2 degrés, parce que les conséquences au-delà de 2 degrés, on ne les maîtrise pas du tout. Elles sont très déstabilisantes pour tous nos processus et qu'il faut mettre en place une action volontariste sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui et pas de ce qu'on connaîtra peut-être dans 10 ans pour arriver dans ces 2 degrés, donc de ce qui passera, de ce qui peut effectivement passer à l'échelle et effectivement nous permettre par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de respecter cette trajectoire. Voilà. Sur le sujet pour compléter ce que tu dis, effectivement,
c'est ce qu'on dit à nos étudiants, on fait toujours ce rappel, c'est-à-dire on sait comment était la Terre il y a 20 000 ans avec 5 degrés de moins, c'est-à-dire qu'à Paris, c'était à peu près la Sibérie. Et à 5 degrés de plus, ce sera sûrement plutôt, voilà, sûrement, Paris sera plutôt le désert autour de Séville, quoi. Ce qui veut dire que, grosso modo, l'Espagne devient le Sahara. Enfin, donc effectivement, 2 degrés, c'est pas négociable. C'est-à-dire que c'est la fin de l'économie telle qu'on la connaît, et puis surtout, enfin, l'économie, la population. Enfin, on arrive dans des zones que l'Homo sapiens n'a jamais connues. Et en plus, à cette vitesse, hein, parce que les moins 5 degrés dont je parle tout à l'heure, ça a mis 10 000 ans à changer, et là on parle de 100 ans. Hein, donc on réinsiste sur ce sujet. Et les accords de Paris, c'est quand même moins 6% par an de baisse. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on s'est tous engagés collectivement, quelque part, hein, sans le savoir, à baisser les émissions de 6% par an. Et donc voilà, 6% par an, on le dit toujours, c'est un Covid par an supplémentaire. Et le numérique était à plus 6% par an. Voilà, on est quand même sur des courbes qui sont totalement incompatibles. Et ce qu'on constate au Shift, qui travaille évidemment pas que sur le numérique, mais sur toutes les industries, c'est que toutes les industries disent « Ah oui, mais nous, prenez l'aviation, c'est pas possible de faire moins 6% par an, l'automobile, c'est pas possible non plus, l'agriculture non plus. » Enfin voilà, donc quelque part, c'est possible pour personne, sauf que ça doit l'être pour tout le monde, et dont le numérique. Donc on réinsiste sur ce côté, le numérique n'a aucune raison d'échapper à la règle, surtout que et c'est quelque chose qu'on déconstruit, que l'apport du numérique dans la transition écologique, elle est a priori, enfin, elle n'est pas bénéfique. Enfin, il n'y a aucune preuve scientifique, au contraire. Enfin, les indicateurs qu'on a dans l'autre sens, et on déconstruit cette pensée, on va dire cette fable dans laquelle on a été baigné, qu'il faut du numérique pour la transition énergétique. Et je voulais juste rajouter encore je réinsiste là-dessus, hein, je suis désolé, mais j'avais noté le petit lapsus de Céline sur l'électricité renouvelable. On explique aussi aux étudiants que ce n'est pas l'électricité qui est renouvelable, parce que l'électricité, pour en fabriquer, il faut fabriquer des centrales, donc il faut aller chercher du sable pour faire du ciment, il faut aller chercher des métaux pour faire des panneaux photovoltaïques. Donc c'est vraiment l'énergie primaire qui est renouvelable, qui fait l'électricité, mais l'électricité en elle-même ne l'est pas. Et donc quand on a des grands discours, effectivement, comme disait Céline, des grands acteurs qui nous disent « Oui, mais nous, il n'y a pas de problème parce qu'on a de l'électricité verte », eh bien, on leur explique qu'en fait, si, c'est un problème. Il n'y en a pas pour tout le monde de l'électricité verte. Et l'électricité, ça ne se crée pas comme ça, par magie, comme le vent ou le soleil. Voilà, je pense qu'on a remis une bonne couche sur le sujet. Alors, comment on s'y prend pour emmener l'entreprise sur une voie plus vertueuse? Il faut taper partout, en gros. Hein. Ouais, ouais. Tu veux que on a le temps encore, Damien, t'en es où de ton… En théorie, on attaque les questions d'ici très peu de temps, mais je pense que cette partie-là, elle est hyper importante. Je fais un petit… Enfin, de toute façon, je vais être assez rapide. Donc, on est voilà, dans cette idée d'un cadre de remise en forme en fait, du système d'information. Avec Arnaud et tous les autres ingénieurs qui ont contribué aux travaux du Shift. Hein. D'ailleurs, il y avait le groupe, mais on a eu des relectures dans plein d'organisations différentes. Nous, les systèmes d'information auxquels on est confronté dans l'entreprise, ils sont devenus monstrueux aujourd'hui, d'une complexité très importante, qui pénalise l'agilité, qui va engendrer des pannes, qui génère des coûts toujours plus grands pour les organisations pour s'équiper en numérique. Et donc, on est convaincu que ce système d'information, en fait, on peut vraiment le muscler, c'est-à-dire non seulement diminuer son impact environnemental, mais aussi en travaillant pour une fois vraiment à sa simplification, à son optimisation, à son orientation vers les besoins métiers, le rendre aussi plus efficient et apporter plus de valeur. Il faut voir aussi que ce qu'on peut vous dire comme acteur de l'entreprise, c'est qu'on est pris, nous, les ingénieurs qui sommes dans les entreprises,
à une dynamique de marché qui veut absolument vendre du volume en stockage, du volume en réseau, du volume en nombre d'équipements, du volume voilà, en capacité serveur, pour arriver à s'intégrer dans les modèles d'affaires et à produire, on va dire, les résultats financiers qui sont escomptés par le marché dans lequel on évolue. Et cette dynamique de marché, on a du mal, on est pris dedans, ce qui fait que dans les organisations, il y a eu un empilement de technologies. Moi, je vois encore des systèmes où on a des… l'autre jour, j'étais encore tombée sur un système qui a été fabriqué l'année de ma naissance. Donc, je suis née en 73. Donc, juste pour vous donner une idée du genre d'émotion que ça procure. Mais on a encore des mainframes qui ont aujourd'hui bientôt 50 ans. Et donc, on a empilé les couches technologiques et on n'a jamais vraiment… Enfin, on a eu des programmes de traitement de l'obsolescence, mais il en reste encore énormément. Et donc, on a vraiment ce constat qu'on peut travailler sur le muscler, ce système d'information. Alors, pour arriver à faire ça, ça passe par la stratégie. Donc, on a mis en haut la motivation. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les directions générales des organisations et les directeurs des systèmes d'information mettent cet objectif-là sur la table. Chez AXA, c'est le cas. Maintenant, on a clairement des objectifs de réduction de l'impact environnemental. On va mettre du temps à effectivement jouer avec et à les transformer en choses opérationnelles. Mais il faut absolument que la direction dise, voilà, c'est un sujet et on va se donner des objectifs en termes d'émissions de carbone. On est là aujourd'hui, on veut aller là demain et qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Donc ça, c'est vraiment la stratégie qui va être agencée aussi avec les objectifs de bilan carbone de l'organisation en général, et pas seulement le numérique, parce que par exemple, si on développe des systèmes de conférences en ligne et qu'on prend moins l'avion, on a plus d'impact du côté des systèmes de conférences en ligne, mais on gagne du CO2 sur les voyages d'affaires, donc ça peut être une bonne opération sur le plan environnemental, mais donc il va falloir orchestrer tout ça. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la salle de sport, donc c'est là où on construit le système d'information, c'est là où les ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs, ils vont être absolument fondamentaux. Comment je fais un site web le plus sobre possible, et d'ailleurs, ça sera très bon pour les performances et ça sera probablement aussi très bon pour l'accessibilité. Comment est-ce que je travaille des pratiques de modélisation des données, d'architecture des données, de gestion de la donnée qui vont me permettre de mettre sous contrôle les volumes et de ne pas garder des tas de données qui ne servent à rien, qui encombrent tout le monde et qui génèrent de l'inefficience et des nécessités de traitement, puisqu'une donnée de mauvaise qualité, il faut la traiter, etc. On va travailler sur tous les équipements. Il faudrait qu'on ait des ingénieurs maintenant qui sachent réparer des ordinateurs. Moi, j'ai essayé de dessouder mon ordinateur perso. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de caméra aujourd'hui. Je n'ai pas appris ça à l'école. Il faut qu'on sache réparer, il faut qu'on sache évaluer un fournisseur qui donne des équipements qui sont bien réparables versus un fournisseur qui ne le fait pas. Il faut avoir toute une culture là-dessus qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça passe par ce qu'on appelle le style de vie, c'est-à-dire ne plus considérer le numérique comme une ressource infinie, illimitée, mais de considérer le numérique comme une ressource précieuse qu'on a envie de garder pour les 100 ans, 200 ans à venir et qu'on a envie de garder pour pouvoir passer des scanners demain, qu'on a envie de garder pour pouvoir continuer à analyser le climat, qu'on a envie de garder pour des tas de choses, partager des moyens de locomotion, par exemple, pour des tas de choses. Mais pour arriver à faire ça dans le long terme, il faut absolument que les usages qui ont moins de valeur ou qui n'ont pas de valeur du tout, parce qu'aujourd'hui, on a une partie de gâchis dans le numérique, disparaissent. Et donc, pour ça, il faut changer le regard sur ce numérique. Donc là, il y a un énorme travail au niveau de la culture, aussi sur l'innovation. Je pense que les écoles d'ingénieurs vont devoir aussi former sur du low-tech. Comment on va combiner du low-tech et du high-tech? L'idée n'est pas de supprimer tout le high-tech. L'idée est justement de prendre le low-tech là où ça marche bien et de garder le high-tech là où on n'arrive pas à s'en sortir avec le low-tech. Mais il va falloir apprendre à combiner les deux, à utiliser des matériaux plus renouvelables et travailler sur ces questions-là. Donc ça, c'est sur le style de vie. Et après, on va trouver sur la droite la pesée. Donc on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est comment faire un bilan carbone, comment est-ce qu'on mesure l'impact environnemental d'un asset numérique, et ce de façon rigoureuse, sans rien oublier, rigoureuse dans le sens scientifique du terme.
Voilà. Et sur la gauche, on va retrouver, parce que forcément, on ne travaille le système du numérique est composé de beaucoup d'acteurs. Donc, on travaille, on externalise beaucoup, on fait appel à les équipements, on les achète à des entreprises, les logiciels, on les achète aussi à des entreprises. Il faut travailler aussi avec les écoles, comme vous aujourd'hui. Il faut aussi travailler avec les institutions pour qu'on arrive à mettre en place des législations, non pas qui emprisonnent les gens, mais des législations pour les entreprises, par exemple, qui mettent tout le monde sur un pied d'égalité, puisque une entreprise toute seule ne peut pas mettre des quotas. En revanche, s'il y a des quotas qui sont définis sur le marché et que ça met toutes les entreprises sur un pied d'égalité, chacune a la possibilité d'offrir une offre qui va être intéressante et qui va être compétitive par rapport aux autres. Mais il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être gérées à titre individuel. Moi, je suis dans la mission numérique des grands groupes qui est lancée par le gouvernement et clairement, il y a besoin de s'aligner, de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui vont permettre d'aller plus loin. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut gouverner tout ça, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît et qu'on prend en compte sur l'impact environnemental. Il va falloir prendre des décisions à un moment donné pour arriver à rester dans des cibles de réduction comme Arnaud l'a expliqué. Voilà, Arnaud, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose que j'aurais oublié ou… Non, je pense que tu l'as bien dit. Il y a beaucoup de passion. Oui, alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce cadre, moi, dans le cadre du programme de transformation que je mène chez AXA, on l'utilise et on fait exactement ça. On avait, les travaux du Shift ont été alimentés en partie par rapport à ce qu'on faisait chez AXA. On a un autre collègue qui est à la SNCF, lui, il est aussi là-dessus. Et c'est une capitalisation, si vous voulez, au départ, on a mis notre expertise au sujet de ce sujet-là et on a essayé d'imaginer ce qu'il fallait faire. Et en parallèle, on a aussi commencé à vraiment le mettre en œuvre et ça fonctionne bien, oui. Enfin, ça fonctionne. En l'état. Voilà. J'ai fini. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va passer aux questions. Déjà une petite question par rapport à… Vous avez parlé du rapport coût-bénéfice. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser à quoi ça pourrait ressembler, quels sont en gros les critères ou les calculs qu'on fait pour l'établir? Ouais, alors là-dessus, en fait, je vais peut-être commencer par la vision macro de la chose parce que on a un, comment dire, je ne sais pas si vous avez ça dans votre esprit, mais moi j'ai souvent entendu un gramme de CO2 investi dans le numérique, ça représente 10 grammes de CO2 évités dans les autres secteurs. C'est un vieil adage qui revient comme ça. Et en fait, c'est un vieil adage qui m'a un peu perturbé parce que j'ai eu du mal à comprendre d'où ça venait. Et donc, j'ai fini par comprendre. Et il y a 2 études, en fait, qui ont été faites il y a quand même quelques années et qui ont été sponsorisées toutes les deux, une par le secteur des télécoms et une autre par le secteur des acteurs du numérique aux États-Unis, et qui ont pondu des rapports. Alors, ce pas des rapports scientifiques, c'est des rapports faits par des consultants. Donc, je suis plus Accenture, BCG, etc. Donc, c'est des boîtes de consulting. Et en fait, c'est dans ces rapports-là qui ont été faits il y a quelques années qu'on trouve ce genre de termes. Et en décortiquant les rapports, on se rend compte que la méthodologie de calcul est totalement aberrante. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait super bien, qui s'appelle Gauthier Roussy. Je l'ai mis en référence. Là, je vous conseille son papier qui est alors un peu technique, mais enfin, il y a un résumé très bien compréhensible, très compréhensible au début. Et en fait, qui déconstruit la chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire un rapport coût-bénéfice à l'avantage du numérique, c'est très simple. On minimise les coûts, on en oublie la moitié. Et puis, sur les bénéfices, on fait des estimations comme ça, gros grains, du style si j'avais de la vidéoconférence performante, je ne prendrais plus ma voiture pour aller voir ma vieille tante qui habite à Amiens. Voilà. En gros, c'est un peu ça les études. Sauf qu'on se rend compte que dans la vraie vie, ce n'est pas vrai. On a de la vidéoconférence et on utilise en plus la voiture, en fait. Donc, le rapport coût-bénéfice au global du numérique, on se rend compte qu'il n'y a scientifiquement, il n'y a rien, en gros, hein, d'une façon très macro. Et quand on creuse la question et qu'on va chercher des données, on se rend compte que le rapport il est plutôt en défaveur du numérique parce que malheureusement, le numérique ne remplace pas un usage, il substitue relativement peu aux usages physiques, il se rajoute aux usages. Donc, typiquement, les 2 exemples,
criants, c'est avec l'avènement de la vidéoconférence, on pensait que le secteur de l'aviation allait connaître une crise parce que c'était la fin des voyages d'affaires, etc. En fait, on a fait des vidéoconférences et en plus, alors hors Covid évidemment, et en plus l'avion, on n'a fait que croître. Pareil avec le papier. On s'est dit avec le numérique, le papier va disparaître. En fait, le papier n'a pas disparu. En plus, on a augmenté la consommation parce que on imprime pour des comités, des projets, on a en couleur pour tout le monde. On achète sur Internet, donc derrière, on a du carton, d'emballage pour les livraisons. Donc, en fait, on n'a pas remplacé le papier, on n'a pas remplacé l'avion. En fait, on n'a pas remplacé grand-chose avec le numérique. Donc, le numérique vient s'ajouter, malheureusement. Donc, ça, c'est le premier constat dans le rapport coût-bénéfice. Et après, en fait, ce qui est compliqué dans cette problématique, c'est qu'il faut aller chercher il est plus facile de faire un rapport coût-bénéfice sur un secteur bien précis que des études très macro. Et donc, à ce sujet, d'ailleurs, je peux vous conseiller une étude qui a été faite par La Poste, qui a été… donc, c'est une vraie étude faite par ce qu'on appelle des ACVistes, des gens qui font de l'analyse de cycle de vie. Et en fait, La Poste s'est posé la question, finalement, dans les usages qu'elle impose à ses clients, est-ce qu'il vaut mieux faire du numérique ou du physique? Donc, ils ont regardé en détail, typiquement, une facture EDF numérisée, est-ce que c'est plus impactant qu'une facture EDF sur un papier envoyé par courrier? Ou une campagne marketing pour une voiture qui est d'habitude imprimée sur du papier polychrome distribué dans les boîtes aux lettres, c'est moins impactant qu'un lien avec un site web où on voit la voiture, etc. Donc, ils ont fait des calculs super détaillés. Et ce qui est super intéressant dans ces études, c'est qu'on se rend compte qu'en jouant sur des facteurs, on peut changer les rapports. C'est-à-dire que sur la facture papier, la conclusion de La Poste, c'est finalement le numérique est plus impactant au global que la facture envoyée par La Poste, comme au bon vieux temps. Et après, on regarde en détail les critères. En fait, c'est avec des critères très spécifiques. C'est je prends en compte un papier qui est recyclé, mais de l'autre côté, je considère que quand j'envoie un courrier avec une facture, un quart des gens impriment cette facture et stockent la facture en plus, stockent la facture papier en plus du PDF. Donc en fait, c'est tous les facteurs pris en compte ensemble font qu'on a des rapports qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, mais ça dépend de beaucoup d'éléments. Donc en fait, il n'y a pas de réponse. La seule réponse qu'on a, c'est il faut aller avoir une démarche hyper poussée, hyper scientifique pour avoir une vraie réponse locale, d'ailleurs, sur un usage bien précis. Et c'est un sacré boulot. D'ailleurs, qu'on ne sait pas faire avec Céline, parce que c'est le boulot d'ACViste, c'est encore un métier qui est à part et qui va au-delà de ce qu'on enseigne, nous, dans le cours. On reste sur des problématiques de mesure relativement assez macro tout de même. Ok, merci Arnaud. Et justement, à propos d'ACV, on a une question par rapport aux données pour établir, justement, pour faire ces ACV ou ces bilans carbone. Est-ce que vous recommanderiez certaines bibliothèques de données en particulier qui sont les plus simples ou plus accessibles? Il y a l'ADEME, qui est quand même une source de données. C'est la base pour tout le monde. Je pense que l'ADEME est quand même un puits de science, on va dire, sur ces données-là. Donc, l'ADEME a des données, quand on fait un ACV, elle a des données sur tout. Alors après, suivant les secteurs, c'est des données plus ou moins précises. Sur la partie numérique, ils sont encore en train de travailler donc, il y a un projet là, qui s'appelle Negaoctet, qui va aller chercher des données un peu plus précises. Sans faire la pub, on participe à un groupe de travail qui s'appelle Boavitsa, donc c'est des gens de bonne volonté comme nous qui partagent leur expérience, et on est en train de mettre en ligne une base de données des impacts des équipements informatiques hyper détaillés, un peu plus détaillés que celle de l'ADEME aujourd'hui, par exemple. Donc il y a Boavitsa. Qu'est-ce qu'on aurait comme autre source? Je pense que… Non, mais après, la première source, c'est l'ADEME. Oui, il y a l'ADEME. Après, le Shift avait mis, il y a un référentiel environnemental du numérique où il y a quelques données aussi. Vous avez tous les fournisseurs.
quand on travaille ça, donc nous, on travaille avec le résultat des ACV par équipement. Donc, les fournisseurs publient les émissions, les embedded émissions, les émissions embarquées pour différents équipements. Donc, ils ont un peu chacun leur méthodologie, mais il y a quand même un certain nombre de données qu'on trouve chez les fournisseurs et qu'il est intéressant d'ailleurs de comparer par rapport à ce qu'on trouve sur l'ADEME, etc. Enfin, ça permet un peu de voir au niveau des ordres de grandeur ou de qu'est-ce qui est inclus, pas inclus. Vous avez, en fait, on a ce qu'on appelle les cloud providers, c'est-à-dire les offres de Microsoft Azure, par exemple, fournit des calculateurs, fournit un calculateur sur les émissions de carbone qui sont liées à ces services. Donc, on va avoir aussi des données qui vont venir de la part des hébergeurs de services. Et puis, on commence à avoir des organisations aussi qui publient l'impact environnemental de leur numérique. Donc, par exemple, chez AXA, on a publié le bilan carbone. Donc, on est sur une publication globale, mais on voit, voilà, on commence à avoir des données arriver sur le marché par rapport à qu'est-ce que c'est que l'impact environnemental des équipements d'un système d'information donné. Donc, il y a encore beaucoup de normalisation et tout ça va encore beaucoup bouger, mais on commence à avoir des données qui permettent de travailler sur des ordres de grandeur. Et comme dit Arnaud, je crois que le projet Négaoctet quand même va permettre de faire une sacrée mise à jour au niveau de l'ADEME. Il va ramener à l'automne pas mal de données supplémentaires sur le numérique au niveau de l'ADEME. Donc, ça va être très intéressant à regarder et à utiliser éventuellement avec les étudiants. Ok, je prends une dernière question avant de passer la main à Claude. Vous avez un tout petit peu parlé de législation, mais est-ce que par exemple, s'il y avait une réglementation qui se mettait en place, type une sorte d'équivalent de quota carbone ou quelque chose dans ce genre, ou alors de futures normes, déjà, est-ce que vous pensez que c'est possible que ça arrive? Et si oui, comment les écoles d'ingénieurs, les enseignants peuvent s'y préparer ou ils peuvent préparer les élèves? Moi, je vais essayer de répondre un peu, puis Arnaud, je pense que tu compléteras parce que ce n'est pas une question évidente. Ouais. Nous, au Shift, mais même chez AXA, on est favorable à ce qui est de la réglementation sur ces sujets-là, parce qu'encore une fois, on a un marché qui fonctionne quand même beaucoup sur les volumes, beaucoup sur l'obsolescence programmée, à faire changer, et que ça n'implique pas que l'engagement des acteurs individuellement, ça implique une systémique. Il faut qu'à un moment donné, tout le monde se plie aux mêmes règles. En termes de réglementation, on a déjà signé les accords de Paris, comme disait Arnaud. On a déjà signé pour 2 degrés, et le monde a signé pour 2 degrés. Les États-Unis sont revenus dedans. Moi, je crois qu'il faut prendre la mesure de cette signature aussi. Le Shift œuvre beaucoup là-dessus, mais on n'est pas les seuls. Voilà, il y a ça. Ensuite, en France, alors oui, peut-être aussi quelque chose dont on peut être fier. Moi, je travaille beaucoup à l'international. Il se trouve qu'on a un éveil particulier sur… on monte plutôt plus rapidement que le reste du monde sur la compréhension de l'impact environnemental du numérique, sur son périmètre complet, incluant la fabrication et l'usage, peut-être parce qu'on a des émissions de carbone de l'électricité qui sont assez faibles, qui font que la part de la fabrication en ce qui nous concerne, du coup, pèse proportionnellement très lourd par rapport aux usages. Je pense qu'il y a aussi eu le travail de différents acteurs comme le Shift, mais aussi l'INR, comme le groupe Green IT. Enfin, il y a eu un intérêt des ingénieurs français à travailler sur ces sujets-là. C'est néanmoins un sujet qu'on voit grossir à l'international, mais ce qui est sûr, c'est que ce sujet-là, il va falloir avoir des gens compétents, comme disait Arnaud, qui vont être capables de les adresser. Donc ça, c'est très important. Donc comment s'y préparer? C'est en formant des gens qui savent faire des bilans carbone. Et donc, d'un point de vue législatif, le Sénat a proposé, vous avez vu que la Convention citoyenne pour le climat avait quand même proposé un certain nombre de choses par rapport au numérique. Le Sénat aussi, le CNUM a aussi poussé des choses. Enfin, il y a différents… Donc, bon, il va y avoir des arbitrages qui vont être faits, mais il y a actuellement un projet de loi qui est en train d'être voté à l'Assemblée. Et probablement, une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est d'obliger
un bilan carbone, parce qu'aujourd'hui, le bilan carbone est obligatoire que sur les périmètres 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes et les émissions qui sont liées à l'électricité. Le périmètre 3, qui sont toutes les émissions qui sont liées aux équipements qu'on achète ou aux services qu'on achète. Aujourd'hui, il n'y a pas de bilan carbone obligatoire dans les organisations. Et du coup, par rapport au système d'information, on a des fuites de partout, parce qu'on est en train de passer sur des infrastructures qu'on a en propre vers des infrastructures qu'on achète. Et donc, quand on ne mesure que les scopes 1 et 2, en fait, on a un vrai panier percé. Et quand on fait un bilan carbone, le vrai sujet, c'est les émissions de carbone en valeur absolue dans l'atmosphère à la fin. Et ce n'est pas parce qu'on a déplacé le problème de son organisation vers une autre que ça change quoi que ce soit aux choses du point de vue climatique. Donc ça, je pense que ça serait un bilan carbone déjà obligatoire sur un périmètre complet pour une organisation donnée, ça serait clairement une avancée significative. Et puis après, oui, des quotas. Oui, il faut. Je sais pas, moi j'en discutais avec mon fils, il me disait, ah mais oui, mais aujourd'hui, là, c'était à propos de l'eau. Il me dit, on utilise l'eau, évidemment, je reste longtemps sous la douche, mais en même temps, j'ai pas de quota, j'ai pas de limite. Et ben c'est vrai, il n'a pas de limite. Donc il me dit, le jour où j'aurai une limite, je passerai moins de temps sous la douche. Et voilà, je crois que si on veut tous avoir à la fin la possibilité d'avoir le numérique pour ce à quoi ça sert, pour ce à quoi c'est vraiment utile, on est tout à fait capable de fonctionner avec des quotas. On ne mange pas du chocolat à l'infini, on a des quotas partout dans la vie. Pourquoi n'en aurait-on pas sur le numérique? Il y a plein de peurs sur la perte de liberté, mais ce qui est sûr, c'est que dans un monde à 2 degrés, on va perdre une sacrée quantité de liberté, et que nous, on est plus enclin à avoir des quotas sur notre numérique aujourd'hui plutôt qu'aux conséquences de l'augmentation au-delà de 2 degrés, que là, moi, j'assume personnellement pas du tout pour ma descendance et même pour ma fin de vie personnelle. Donc voilà, oui, les quotas, évidemment, oui. Et je pense que, on est sorti d'école en 96. Est-ce que fondamentalement, je veux dire, on faisait des choses très élaborées avec beaucoup moins de ressources, on savait le faire, on a progressé dans plein de domaines. Si on s'y met, on va arriver à faire beaucoup mieux. Le tout est de s'y mettre. Par rapport à ces aspects de quotas et à la formation d'ingénieurs, je reviens à ça. Comment former nos ingénieurs à réfléchir un peu aux usages? Parce que, par exemple, vous allez dire le numérique, c'est bien pour détecter, et l'IA, c'est bien pour détecter des cancers mieux que les médecins. Mais est-ce que développer le numérique pour faire du trading entre fréquences, c'est bien, etc. Donc, comment rentrer cet aspect d'usage un peu et dans la formation des ingénieurs pour qu'ils se posent la question de ça c'est utile, ça c'est pas utile, et comment définir l'utilité, quoi. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que ça, vous le questionnez dans vos cours, et si oui, comment? Peut-être Arnaud, on peut reparler de la restitution des élèves. Ouais, je pense. En fait, déjà, en fait, la question de l'utilité, elle a de sens que quand les élèves ont compris la problématique de raréfaction des ressources. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont compris, si je le fais très court, si on dit, voilà, on se met dans un scénario, dans 20 ans, il n'y a plus de numérique, ou dans 20 ans, on peut faire que la moitié du numérique qu'on a aujourd'hui. C'est pas vrai en tant que tel, mais en tout cas, on a une courbe qui fait qu'à un moment, on ne pourra plus en faire. Donc, si on se dit, voilà, dans 20 ans, il n'y a plus de numérique, la question qu'on pose aux étudiants, c'est vous, qu'est-ce qui vous serait utile pour vous? En fait, c'est une question qu'on leur pose. De quoi vous pouvez vous passer, de quoi vous ne pouvez pas vous passer. Et donc, on lance le débat là-dessus. Et en fait, ça a été tiré pas mal par la 5G. Typiquement, on a eu des étudiants qui nous ont dit avant, alors qui ne connaissaient rien à la 5G, pour le coup, ils débarquent et ils nous disent, on a étudié le truc, pour nous, la 5G, on ne voit pas l'utilité. Ça, pour le coup, on serait prêt à s'en passer. Parce que faire une vidéo Skype en Ultra HD sur un grand écran du smartphone iPhone 27, non, finalement, non, ça, en fait, on se rend compte, nous, on voit pas l'utilité. Donc, il n'y a pas une réponse globale et sociale sur le sujet, en tout cas, pas dans nos cours. Évidemment, ce serait intéressant de pousser le sujet, mais en tout cas, nous, notre angle, c'est plutôt sur un questionnement personnel auquel ils arrivent à répondre. Ils arrivent à répondre. J'ai eu des questions sur les crypto-monnaies parce que c'est à la mode.
comme c'est un domaine que je connais plutôt bien, il y a un débat qui a été lancé sur le sujet. Et donc, la première, comment dire, le premier réflexe, c'est de dire « Ah oui, mais le Bitcoin, ça remplace les banques ». Bon, on explique qu'en fait, non, le Bitcoin, ça ne remplace pas du tout les banques. Que c'est juste, d'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais bon, c'était au départ fait pour être un système de transfert de monnaie. Donc, les banques, elles ne font pas que du transfert de monnaie. Elles font plein de choses, les banques. Donc déjà, on explique que 1, ça ne remplace pas du tout les banques, donc et que 2, comme tous les usages dont je parlais, ça vient se rajouter aux banques. Ça ne vient pas se substituer comme l'avion dont on parlait ou le papier. Et donc, voilà, en débattant, les étudiants arrivent à la conclusion de « Ah bah ouais, ça finalement, très bien, ok, ça n'a pas l'air super utile ». Mais en tout cas, nous, on ne leur dit pas ce qui est utile ou pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas notre démarche. Vous avez parlé de la loi sur le numérique. Est-ce que vous pouvez, en 2 mots, dire les grands principes de la loi? Est-ce que ça changerait si elle a été votée? C'est difficile à dire parce que déjà, la proposition de loi Sénat, elle est pas, enfin, elle est pas, je ne trouve pas hyper contraignante. Hein. Enfin, il n'y a pas d'objectif. Il y a juste des demandes à ce que l'enseignement soit obligatoire pour le coup, enfin, en tout cas une sensibilisation, donc ça vous concerne directement. Une demande d'obligation de mesure de l'impact environnemental numérique dans les rapports officiels non financiers, donc dans les rapports RSE de l'entreprise. Donc ça oblige les entreprises à mettre un premier pas dans une démarche de mesure, ça ne les oblige pas d'aller réduire. Donc, est-ce que ça va changer les choses? Et en plus, on ne sait pas ce que ça va. Enfin, on ne sait pas si la loi Sénat va être détricotée par l'Assemblée non plus. On ne sait pas de quoi ça va accoucher. Donc, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, en l'état, la loi Sénat, je pense que c'est après, c'est personnel, hein, mais c'est un bon premier pas. Ça ne va pas très loin parce qu'il n'y a pas de contraintes. On parle très peu de sobriété. On parle plutôt de mesures incitatives. On parle de bilan, on parle d'éducation, de sensibilisation, donc bon, ça reste assez léger. Alors après, il y a plein d'amendements qui sont poussés à la fois aujourd'hui par les acteurs du numérique eux-mêmes qui vont essayer évidemment de tout détricoter, hein. C'est le boulot des lobbies, hein, du numérique comme ailleurs, mais il y a des acteurs comme HOP, Halt à l'obsolescence programmée, le Shift, Green IT qui eux aussi poussent leurs propres amendements. Donc on verra l'équilibre que ça donnera à la fin. Après, moi, je ne vais pas me prononcer sur le sujet. Enfin, on a vu ce que la loi climat a donné il y a quelques semaines, donc bon, j'imagine pas que ça donne quelque chose de révolutionnaire. Après, je me trompe peut-être, mais voilà. Mais il y a maintenant consensus sur le fait qu'il y a quand même un sujet, numérique et environnement. Enfin, ce que le fait qu'il y ait le projet de loi, c'est vraiment... quand même ça qui est un progrès certain. En fait, c'est ce qu'on a constaté, nous, dans les dernières années, c'est que le débat s'est vachement déplacé, c'est-à-dire qu'on est passé d'un sujet de non-sujet, c'est-à-dire, ouais, non, mais il y a d'autres choses, hein, l'agriculture, l'aviation, etc., le numérique, c'est pas un sujet. Ah, oui, c'est un sujet, mais il y a quand même, et d'ailleurs c'est le texte de loi du Sénat qui dit 3 fois en préambule que le numérique est essentiel à la transition écologique. C'est-à-dire que ça m'a amusé, donc le préambule de la loi proposée par le Sénat, il y a 3 paragraphes et ils disent tous les 3 fois la même chose. Le numérique est essentiel, le numérique est essentiel, le numérique est essentiel. Donc déjà, on répète le fait que c'est essentiel à la transition écologique, alors que c'est faux, factuellement, c'est faux. Donc il y a des précautions. Et ensuite, on enclenche le texte sur « il faudrait peut-être y penser ». Donc, en fait, le débat est en train de se déplacer justement au fameux rapport coût-bénéfice. Maintenant qu'on a identifié que, oui, on a un consensus sur le fait qu'il y a un coût, et ce consensus, il est récent, je trouve, hein. Maintenant, il va falloir avoir un consensus sur quels sont les vrais bénéfices. Et là, il y a encore, je pense, quelques années de travail sur le sujet pour démontrer que, globalement, le bénéfice est... Et comme disait Georges Marchais, le bilan est globalement positif en parlant de l'Union soviétique. Bref, c'est une blague de vieux, ça. Là, c'est pareil. Donc, ça va prendre du temps. Hein.
Ça va prendre du temps, mais on va bien arriver parce que, en fait, moi, j'espère que et c'est peut-être comment dire, des écoles comme la vôtre ou des autres facs qui vont enfin pondre des papiers scientifiques qui démontent la fable. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore un labo qui n'a pas pris le sujet au bras-le-corps pour mettre les vrais chiffres sur la table, et que c'est que Accenture et BCG et Orange et tous les acteurs du numérique qui poussent ces rapports. Enfin, pourquoi ces rapports qui font foi? Ça, c'est un grand mystère. Donc j'espère que la recherche va s'emparer du sujet parce que ça fera avancer le débat. Ouais, j'ai une dernière question, alors pas polémique, mais on est en plein e-learning. On nous dit que le e-learning, c'est la solution. Vu tout ce que vous venez de dire, là, vous en pensez quoi? Alors, moi, en tant qu'enseignant, le e-learning, j'aime pas ça. Enfin, moi, je trouve qu'on enseigne moins bien, que justement les débats qu'on essaye de créer tombent à plat. Moi, je suis persuadé que l'enseignement se fait en physique déjà, mais c'est un point de vue plutôt peut-être personnel. Après, il y a des études, justement dans le rapport qu'on a cité, il y a un chapitre sur les usages et les impacts sociétaux du numérique, et il y a un paragraphe sur l'apport du numérique dans l'enseignement. On voit que globalement, les chiffres vont pas en faveur de l'introduction du numérique dans l'enseignement. Donc, d'ailleurs, j'ai un graphe en tête qui mesure le degré de maturité mathématique des élèves versus leur degré de numérisation en classe. On voit que c'est totalement inversé. Donc, le numérique dans l'enseignement, a priori, les chiffres auxquels nous, on a eu accès, prouvent que au pire, au mieux, c'est pas mieux, et au pire, c'est pire. Maintenant, c'est comme tout le reste, c'est-à-dire que quand on est en situation de Covid, le learning, c'est génial. Et donc, c'est ça aussi, c'est que le numérique, c'est pas mal, c'est pas bien, il faut s'en servir quand c'est utile. Donc, quand faire du e-learning qu'on ne peut pas se déplacer, c'est fondamental, il faut le faire. Comme ça peut remplacer les voyages. Bon, après, je ne sais pas si toi, Céline, tu as une autre vision sur la chose. Non, le cours à l'NSI, on l'a fait en septembre. On a eu la chance de pouvoir le faire en physique, et je pense que c'était bien. Quoi dire sur le e-learning? En fait, on a quand le confinement s'est activé, nous, on a tous basculé en télétravail du jour au lendemain. Bon, sur les serveurs de l'éducation nationale, il y a eu quelques soucis, mais globalement, la capacité numérique, on l'avait déjà, quoi. Donc, après, il y a du financement qui arrive derrière, tous ces acteurs qui vont encore développer la capacité numérique et donc l'empreinte environnementale du numérique. Mais on a déjà des capacités numériques qui sont extrêmement importantes. Maintenant, le e-learning, moi, il se trouve que je suis maman de 3 enfants, une en classe préparatoire, l'autre au lycée et la dernière au collège. L'école à la maison, sincèrement, je suis quand même très sceptique sur les 3 niveaux. Je pense qu'ils n'ont pas du tout la même capacité à se concentrer, à apprendre. Voilà. Alors, quand on n'a pas le choix, c'est mieux que rien, mais clairement, je pense que quand même une des leçons du confinement, c'est les limites du tout numérique. Maintenant, du mixte, des éléments numériques avec des éléments en présentiel, des choses qu'on regarde ensemble et qu'ensuite on débat ensemble, tout ça, ça peut être très utile. Voilà, j'ai rien de plus, à dire, mais il faut y aller. Ces dogmes, encore une fois, nous, notre propos, c'est que on a eu beaucoup d'injonctions à la digitalisation et au numérique partout. Et il faut re-questionner tout ça. En fait, il faut re-réfléchir. C'est pas simple, mais il faut vraiment re-réfléchir à ce qu'on veut faire, pourquoi, comment le faire de la façon la plus légère possible. Et tout est à faire. Et c'est extrêmement intéressant. C'est absolument passionnant pour des ingénieurs. Moi,
je peux témoigner de ça. Je suis beaucoup plus intéressée par ce sujet-là que par des tas de sujets que j'ai eu à traiter au cours de ma carrière qui étaient des activations de dogmes à la digitalisation qui ne menaient nulle part, en fait, et qui ne sont pas du tout intéressants. Donc, pour les ingénieurs, il y a vraiment optimiser un système sous contrainte, on aime faire ça. Donc, on a aussi, il faut se remettre un peu en question, mais on a énormément à apporter sur ces sujets-là. Et voilà, faut y aller à fond, sereinement et sans se culpabiliser mais non vous plus. pensez vraiment que le dogme change? Parce que l'usine 4.0, on nous en rembat les oreilles tous les 2 jours et les ingénieurs, on est tous dans les formations, on est tous là-dessus parce que c'est le discours de l'industrie à tous les niveaux aujourd'hui. Ah non, mais le dogme, il ne change pas du tout. Enfin, dans l'industrie, mais comme dans le service. Hein. On parle, ce mot un peu barbare, la digitalisation, c'est partout. Et donc, là, il faut bien se rendre compte que nous, là, le petit groupe autour de cette table, le petit groupe du Shift, etc., on est quand même, je pense, une goutte d'eau dans la prise de conscience globale. Mais qui grossit de façon exponentielle. Et on fait beaucoup de... Non, mais donc on s'est beaucoup donné, mais on nous interroge. Là, il y a Télécom Paris qui est aussi en train de travailler sur ces enseignements. Enfin, on est énormément interrogé sur ces sujets-là. Non, on pense qu'il y a des... je ne vais pas parler de génération perdue, mais voilà, moi, juste pour dire, je suis en mission dans une société où, justement, pour traiter de ce sujet-là, qui est mandaté par la direction générale, le directeur informatique ne souhaite pas me parler parce qu'il ne croit pas à cet impact du numérique. Donc lui, c'est un DSI de ma génération en plus. Donc, quelque part, il y a peut-être certaines générations sur lesquelles le travail est tellement compliqué et long à faire qu'il faut peut-être se focuser plus sur la génération des étudiants avec qui on travaille et qu'on pas, comme Céline et moi, 20 ans de numérique. Moi, ça fait quand même... ma prise de conscience, elle a été longue. Hein. Moi, je suis formation ingénieur informaticien, 20 ans dans les directions informatiques, pour comprendre le problème et m'en convaincre moi-même. Et ça, c'est long. Hein. C'est super long. Donc, il vaut mieux donner l'information à la base avant que notre cerveau soit entièrement dogmatisé quelque part par ses effets. J'ai une question de la part d'un étudiant. Alors, c'est son cas particulier, mais je pense que ça pourrait être intéressant que vous répondiez. À mon avis, tous les étudiants qui vont regarder le replay sur YouTube, ils pourraient être très intéressés. Donc voilà, je lis sa question. Je suis Nicolas... Pardon ? En basse définition, à le replay. Oui, c'est ça. Je suis Nicolas Vollers, étudiant en école d'ingénieur, qui est une école d'ingénieur qui est en informatique et santé, qui s'appelle l'ISISCAST, qui fait partie du groupe INSA. Selon vous, quelles seraient les bonnes pratiques d'un ingénieur junior au niveau environnemental et énergétique dès son arrivée dans le monde médical qui est de plus en plus numérique? Il y a Laurie qui va intervenir la semaine prochaine, peut-être qu'on conclure là-dessus. Mais la première chose à faire, c'est déjà, et pour mettre dans les entreprises, moi, là, chez AXA, on est en train de déployer des formations à l'échelle sur l'impact environnemental du numérique. Donc, on est aussi en train de travailler notre génération. Pour revenir sur ce que dit Arnaud, il y a quand même un mouvement significatif. Il y a des programmes dans toutes les grosses entreprises françaises qui sont lancés maintenant, qui sont encore des petites équipes, mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a ne serait-ce que 2 ans. Donc, ça, c'est une première chose. Après, pour revenir sur Arnaud. Après, sur la question d'un jeune ingénieur, c'est ce que je dis là aux architectes chez AXA, c'est-à-dire que là, quelle décision on va prendre, on ne sait pas encore, mais l'impact environnemental du numérique, il faut qu'on le regarde en face, il faut qu'on se donne les moyens de le mesurer correctement avec des études sérieuses, comme dit Arnaud. Et donc, la première chose à faire, c'est d'avoir cette mesure pour prendre des décisions et ensuite essayer de caper, c'est-à-dire de mettre des limites aux émissions de CO2 qu'on envisage pour l'organisation pour laquelle on travaille, et ensuite de prendre des décisions par rapport à ça. Et après, il va y avoir d'innovation, le marché va évoluer, il va y avoir des nouvelles offres, etc. Les choses vont évoluer, mais on observe aujourd'hui quand même un mouvement
depuis 2 ans, quand même significatif sur ces sujets-là. Avant, le sujet était vraiment dans les RSE, donc dans les responsabilités sociales et environnementales des organisations. Maintenant, il est en train d'arriver à la direction des systèmes d'information, chez les ingénieurs en informatique, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et on est en train de le traiter globalement pour tous les professionnels de l'informatique et tous les utilisateurs. Donc on peut penser qu'on va progresser sur ces sujets-là. Voilà, maintenant, on est par rapport aux échéances des accords de Paris, comme dit Arnaud, on ne va pas assez vite. Et nous, on a envie de former des jeunes, justement. On essaie de leur préparer, de prendre les responsabilités qu'on a. Mais moi, j'attends que des jeunes arrivent et nous bousculent et nous disent, voilà, là maintenant, c'est nous qui nous en occupons de l'impact environnemental du numérique et on veut aller plus loin, plus fort, plus vite parce que ça nous engage et parce que c'est hyper important pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on pense aussi qu'il faut donner, c'est la posture du Shift aussi, de donner les moyens à cette génération de prendre les choses en main sur ces sujets-là et de les accompagner, de ne pas les laisser seuls non plus. Merci Céline. Ouais. Tu veux compléter, Arnaud? Ouais, non, mais je repensais à la question, mais en fait, la bonne pratique dans la santé. En fait, je pense que l'intérêt des débats qu'on a là et des enseignements, c'est que les personnes se posent des questions sur leurs usages dans leur sphère privée et professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire voilà ce qu'il faut faire, mais à chaque fois, une fois qu'on a compris l'impact du numérique, c'est questionner ses propres usages. Est-ce que ce que je fais en numérique, je ne peux pas le faire avec moins de numérique? Alors, typiquement, on parlait de vidéos en basse définition. Est-ce que je suis obligé de stocker tous mes données sur des trucs redondants partout? Est-ce que donc dans le monde de cet étudiant qui sera dans la sphère de la santé, c'est à chaque fois qu'il a un usage numérique se poser la question, tout simplement, sur est-ce que cet usage peut être optimisé? Est-ce que cet optimisage est absolument indispensable? Est-ce que le papier est pas mieux? Alors, en plus, la santé, ça tire plein de choses, parce que là, on parle que de la partie très environnementale, mais bon, il y a des sujets en ce moment. Vous avez peut-être vu les problématiques de cloud souverain, le fait que toutes nos données, finalement, vont sur des clouds américains, dont Doctolib. Doctolib, qui est un acteur majeur de la santé maintenant, derrière son infrastructure, c'est une infrastructure américaine. Donc en plus, là, on dépasse le cadre purement environnemental, mais il faut savoir que le numérique tire aussi d'autres problématiques sociétales. Donc, c'est toutes ces questions-là. Enfin, je pense que l'étudiant formé sait se poser les bonnes questions. En tout cas, c'est le but. Merci. On va peut-être passer une toute dernière question rapidement. Vous avez parlé de votre expérience d'enseignement. Est-ce que vous aurez des exemples de sujets qui ont été soumis aux étudiants, qui vous ont paru rendre des rapports de bonne qualité ou des sujets qui ont pu les inspirer? Oui, on les a cités. Le rapport coût-bénéfice 5G, ça marche toujours très bien. Donc voilà, les étudiants vont aller confronter des données des opérateurs versus les données, par exemple, du Shift, où on n'est pas les seuls, ou d'autres organismes indépendants. Donc ils vont justement détecter les écarts, pourquoi. Et puis après, pareil, sur les promesses de la 5G, c'est super intéressant parce que la promesse de la 5G, les étudiants aussi vont creuser, mais finalement, est-ce que ce qu'on nous dit là, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'on peut vraiment le faire que en 5G ou pas? Donc oui, il y a des bons... Ce sujet marche bien. Le sujet Fairphone iPhone aussi marche bien parce que les téléphones personnels, donc là, pour le coup, ça les touche directement et donc ils vont aller chercher, ils vont aller au-delà de la com d'Apple, par exemple, et comparer avec d'autres acteurs, ils vont comprendre mieux ce qu'il y a derrière ces coms-là. La réflexion que ça les amène est assez riche. Donc, c'est un sujet qui marche bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Céline? L'impact de la vidéo, pour le coup, ça, c'est bien. Ouais. C'est un bon sujet. Parce que le rapport du Shift a provoqué pas mal de remous. Il y a eu des contre-études, des contre-contre-études. Donc, c'est un sujet compliqué parce qu'évaluer l'impact de la vidéo sur Internet, encore une fois, il faut prendre plein d'hypothèses. Il n'y a aucune étude qui prend les mêmes hypothèses, donc on n'arrive pas forcément à les mêmes conclusions. Donc, on va avoir les étudiants qui vont avoir une lecture critique des différents rapports, se faire leurs propres conclusions, on leur demande de faire une petite évaluation personnelle à partir de
leur box, leur télé, etc. Et ça les questionne derrière sur leurs usages Netflix, tout ça. Donc voilà, ça tire. En fait, qu'on arrive à mélanger des sujets qui sont techniques et socio-politiques, tout de suite, ça marche bien. Ouais. Et on avait fait Move to the Cloud aussi. Est-ce que quand on déplace une infrastructure qu'on héberge en physique sur ses propres data centers, sur des hébergeurs sur Internet comme Microsoft, Amazon ou Google, à quelles conditions en fait ce déplacement est vertueux pour l'environnement, hein. C'est une grosse question parce que tous les fournisseurs vous clament des économies à 80, des économies énormes en se déplaçant en se déplaçant sur leurs infrastructures, mais tout ça, ça peut être vrai à certaines conditions et c'est important de bien les expliciter. On leur avait fait une autre étude de cas où ils comparaient les grands fournisseurs que je viens de citer, ils publient leur bilan carbone et leur bilan environnemental et leur stratégie par rapport à ça, parce qu'il y a quand même énormément de communication sur le sujet environnement maintenant. Et donc, on leur fait comparer les différents acteurs du marché pour se dire, bah voilà, demain, je dois choisir un fournisseur, lequel je prends, lequel est le mieux. Voilà, je pense qu'un sujet Bitcoin ou blockchain, ça serait sûrement un truc qui marcherait bien, à mon avis, parce qu'il y en a plein qui s'appelaient beaucoup. Arnaud, on t'entend pas. Si, je sais pas, mais bon, voilà, c'est des sujets comme ça où on va mesurer. Enfin, à chaque fois, on le prend par l'angle de la mesure. Et oui, après, on arrive sur des débats à la fois personnels, à la fois en tant que professionnels, qui étaient très intéressants. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 18h35, on a à peine dépassé. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour tout ça.